Merci beaucoup à nos invités pour leur présentation. Je vais leur demander de bien vouloir allumer à nouveau leur caméra et leur micro. Et je rappelle que nous attendons les questions du public. Je vais commencer par poser une question d'ordre général sur la situation de la gouvernance actuellement et sur le fait que l'on a avancé ou pas. J'aimerais que vous réfléchissiez sur la façon dont vous espérez de voir le débat sur la gouvernance de l'éclaircissement des nuages marins et comment vous souhaitez voir la gouvernance en tant que telle et comment vous prévoyez que ceci va évoluer. Il me semble qu'il va falloir que vous donniez la parole à l'un d'entre nous. Il va falloir que vous nous choisissiez l'un d'entre nous. Eh bien, justement, c'est à vous, John. Eh bien, ma réponse, c'est lentement. Le débat sur la gouvernance et les connaissances scientifiques doivent avancer de pair. Il ne me semble pas qu'il soit adéquat de faire des recherches scientifiques sans penser à la gouvernance ou vice-versa, de débattre sur la gouvernance sans savoir véritablement ce qui peut fonctionner, quelles sont les propriétés. Donc je pense que cela doit évoluer en parallèle et avec des vases communicants entre les différentes disciplines principales. Et par ailleurs, il faut avancer progressivement. Il y a de nombreuses questions qui ne vont pas avoir de réponse rapide. Anna-Marie a expliqué que peut-être il incombe de faire des changements aux organisations internationales, aux mandats qui leur correspondent, et cela suppose de nombreuses années, et par ailleurs, la recherche scientifique peut également avoir besoin de beaucoup d'années, donc lentement mais sûrement, c'est la façon dont cela doit avancer. Nous savons que la crise climatique augmente, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous précipiter et de faire un faux pas en prenant des mesures dont les conséquences peuvent être très inespérées. Donc avant de faire tout pas en avant, il faut avoir un degré élevé de confiance. Anna Maria? Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire John et j'aimerais que ceci évolue non seulement avec des experts comme nous, mais que cela implique et engage la société dans une conversation, dans un débat profond. Et c'est peut-être compliqué en raison de toutes les théories du complot qui prolifèrent sur les questions scientifiques et technologiques, mais en réalité, ça serait adéquate de maintenir un débat éclairé avec une grande participation et qui se répéterait au fil du temps. Cela permettrait de parler avec les chercheurs sur une base habituelle. Et alors, comment pourrait-on maintenir ce débat, cette conversation éclairée et plurielle avec de nombreuses parties prenantes? Eh bien, ceci n'entre pas dans ma formation d'experte juridique en droit public international, mais il y a des mécanismes en droit, il y a des obligations, des traités, il y a aussi des instruments non contraignants et qui permettent de prôner pour l'accès à l'information et ceci pourrait être appliqué tout au moins au début, à l'information liée à la science et aux technologies émergentes. C'est-à-dire que on parle également du rôle que jouent les droits humains pour protéger l'accès que doivent avoir les citoyens à l'information scientifique et technologique, surtout les avancées et les progrès scientifiques et technologiques qui sont susceptibles d'avoir des conséquences sur leur vie. Donc ces mécanismes peuvent devoir évoluer, mais c'est une chose
à laquelle il faut réfléchir, même si actuellement peut-être ce n'est pas assez évolué. Il y a certains types de consultations. Par exemple, on peut essayer de recueillir des commentaires sur les expériences proposées. Et je ne sais pas si c'est le format le plus adéquat, mais quoi qu'il en soit, ça pourrait être un point de départ. Merci beaucoup. Daniel, comment aimeriez-vous que la gouvernance évolue et tout ce qui l'entoure? Eh bien, il me semble qu'il y a des différences importantes quant à la façon d'impliquer la société et le public dans son ensemble sur des questions de gouvernance internationale, sur des questions qui sont peut-être d'ordre plus local. Il me semble qu'actuellement, il faudrait peut-être être plus axé sur les questions locales de gouvernance, qui est un défi en tant que tel. Et au fur et à mesure qu'évolue la conversation, on peut essayer d'impliquer le public, les citoyens et toutes les parties prenantes dans la plus grande mesure possible. Et nous avons essayé de le faire ici en Australie. Nous avons été en contact avec les propriétaires traditionnels, avec toutes les parties prenantes de la Grande Barrière de Corail et aussi avec le public australien en général, étant donné que s'il n'y a pas d'implication de la part de la société, d'engagement de la société, en fin de compte, toute mesure scientifique est difficile que ce soit une option viable. Au niveau international, il me semble que les principes doivent être les mêmes. Et il est utile de voir que la science avance, non seulement en laboratoire, mais en dehors du laboratoire, en plein air, ce qui veut dire qu'il faut maintenir une conversation à cet égard. Et comme l'a dit John, les choses se bougent très lentement, mais si ce rythme lent n'était pas suivi, le rythme serait glaçant, pour le dire d'une certaine façon, car ces décisions ne sont pas faciles à prendre. Et si on n'engage pas la société, ce serait véritablement un débat universitaire et académique. Maria. Oui, j'ai déjà entendu ce type d'observation, mais il me semble que c'est une fausse dichotomie sur ce qui est local et sur le fait que le local doit prévaloir ou doit être prioritaire, la première chose qu'il faut aborder avant de penser aux conséquences internationales. Mais il me semble que l'implication citoyenne est fondamentale en raison des délais et de l'ampleur de ce type de mesures. Par exemple, il faut penser aux conséquences internationales du développement de ces technologies et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte depuis le début et il y a des personnes qui ont exprimé des préoccupations sur le caractère éthique ou pas des interventions climatiques, des interventions sur la météorologie. Et c'est pourquoi il me semble que c'est une fausse conclusion de penser que la gouvernance doit impliquer tout d'abord la population locale avant de passer à réfléchir sur les conséquences au niveau planétaire. Et je crois qu'il est important de commencer à concevoir que ce que peuvent impliquer ce type de technologie au niveau international en termes de gouvernance. Oui, c'est un défi considérable véritablement de passer d'un niveau local de participation à un niveau mondial. C'est compliqué. Comment on peut y arriver? Eh bien, la plus grande partie de la gouvernance qui a été conçue jusqu'à présent a été conçue au niveau international et on peut aussi maintenir ce type de conversation au niveau plus général, plus abstrait sur les principes qui devraient nous guider et encadrer la recherche de ce type de mesures sur l'environnement. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas, à mon sens, de justification claire pour se limiter uniquement au local dans un premier temps avant de passer à un niveau de débat international. Et je crois que écarter cette conversation au niveau international sur les conséquences à long terme que peuvent entraîner ces technologies, eh bien, et passe sous silence ce qui peut préoccuper beaucoup de personnes. Et
on court ainsi le risque de ne pas prendre en compte l'ensemble complet, tout l'éventail des conséquences que peuvent entraîner ces technologies. Daniel, vous avez de l'expérience vous avez eu des conversations internationales, vous avez parlé avec des peuples autochtones, avec des communautés locales sur ce projet. À ce type d'expérience participent des océanographes, des physiciens, et d'un coup on leur demande d'impliquer des communautés qui ne sont pas scientifiques. Comme chercheurs, comment avez-vous vécu cette expérience? Car c'est quelque chose qui est différent de ce que se fait en général dans des études de recherche. Eh bien, il me semble que ça a été une expérience très positive. Le public, en général, le grand public, lorsque l'on parle de l'éclaircissement des nuages marins, et donc lorsque les approches qu'ils imaginent sont très éloignées de la réalité, donc entrer en contact avec les membres de la communauté et pouvoir répondre à leurs questions peut obtenir des changements très radicaux, et aussi lorsque l'on parle avec les responsables de réglementation. Nous avons organisé un atelier où nous avons invité les différents organismes de réglementation qui pouvaient avoir un certain intérêt dans le parc naturel de la Grande Barrière de Corail, l'autorité chargée de la gestion, le gouvernement fédéral et étatique, le bureau du patrimoine, les organismes chargés de la réglementation de ce type de technologie et de la réglementation des questions qui sont liées à la faune et à la flore. Au début de l'atelier, on leur a demandé, je leur ai demandé ce qui les préoccupait le plus parmi tout ce que nous envisageons dans ce programme de restauration et d'adaptation de la Grande Barrière, et tous ont dit que c'était l'éclaircissement des nuages marins. À la fin de l'atelier, on leur a posé la même question et ils ont répondu de façon différente, c'est-à-dire qu'ils ne considéraient plus que l'éclaircissement des nuages marins était une technologie qui leur faisait peur, et ils étaient plus préoccupés par d'autres types de technologies. Donc donner des informations fiables et directes est fondamental, et ça peut véritablement marquer la différence quant à la perception que les gens ont de ce type de mesures et de comment elles sont en réalité. Merci. Il ne nous reste que quelques minutes, nous avons peu de temps. Pourriez-vous nous donner une conclusion ou des dernières observations sur ce que doit être le programme de travail dans l'avenir? John. À mon sens, nous avons besoin de plus de connaissances. À l'heure actuelle, nous sommes dans une situation d'ignorance et d'incertitude très grande sur ce qui entoure les technologies d'éclaircissement des nuages marins et des interventions climatiques. Et j'aimerais prendre des décisions éclairées qui s'appuient sur tout un ensemble de connaissances raisonnables, plus qu'à tâtons. Donc, je pense qu'il faut améliorer nos connaissances à travers différentes études de recherche et délibérations et discussions. Et à partir de là, ou parallèlement à cela, on peut le faire par étapes, sans nous presser, mais quoi qu'il en soit, il faut plus de connaissances sur les personnes et sur ce qu'elles pensent, et nous devons diffuser ces connaissances sur ces technologies. Car actuellement, c'est quelque chose qui fait l'objet de débats essentiellement entre experts de quelques pays. Donc, élargir ou faire connaître d'une façon plus large l'éclaircissement des nuages marins ou toute technologie similaire, de façon à ce qu'il y ait une plus grande quantité de population qui soit familiarisée avec ces technologies, est un défi. Mais avant de leur demander ce qu'ils pensent de ces technologies, il faut qu'ils aient des informations fiables, car autrement on ne peut pas prendre des décisions lorsque l'on ne comprend pas vraiment ce que l'on a entre les mains. Très bien, donc une bonne communication fondée sur des connaissances. Anna Maria. Oui, eh bien, nous disposons d'une dizaine d'années d'études de recherche en sciences humaines et en sciences sociales sur les conséquences, certaines des conséquences
du développement de technologies de modification du rayonnement solaire, comme par exemple l'éclaircissement des nuages marins. Et je crois que nous avons d'ores et déjà les yeux bien ouverts et nous voyons certains éléments, comment on peut procéder à ces technologies ou comment on peut étudier de façon éthique et responsable. Maintenant, nous devons avoir un débat plus sérieux, plus profond, qui implique différents acteurs et protagonistes sur les conséquences de ce type de technologie, que ce soit avec des scientifiques, et chacun défendant certains aspects et projets de recherche. Il faut impliquer les citoyens et il faut dire clairement quelles sont les conséquences pour qu'il y ait une confiance publique dans la science, surtout en raison de la grande quantité de polémiques qui ont entouré ces technologies émergentes et les questions climatiques au cours des dernières années. Donc, il faut avoir un débat profond, honnête, qui implique différents secteurs de la société et des experts. Merci beaucoup. Daniel, vous avez le dernier mot. Eh bien, je crois que les autres intervenants ont dit tout ce qui était important, d'après moi. En tant qu'ingénieur et que scientifique, je trouve que nous nous précipitons et nous sommes très loin de développer la science jusqu'au point de connaître et de savoir si l'éclaircissement des nuages marins est viable pour qu'il soit appliqué à l'échelle nécessaire pour protéger la Grande Barrière. Donc nous en sommes très loin. Donc baser la conversation et le débat sur le postulat que c'est quelque chose qui va pouvoir être mis en œuvre à l'échelle mondiale, à une échelle importante, me semble être quelque peu risqué. Cela peut être utile d'un point de vue universitaire, mais sincèrement, nous ne savons pas si ça peut être appliqué à grande échelle, et si ça peut être élargi, et il me semble que ça va être un défi considérable, d'ailleurs, de l'élargir à l'échelle nécessaire pour faire la différence sur la Grande Barrière de Corail. Actuellement, pour pouvoir élargir cette technologie à l'échelle nécessaire pour pouvoir produire la condensation suffisante de nuages pour que cela marque la différence au niveau mondial, c'est un objectif très incertain dans un avenir très lointain. Il reste beaucoup pour y arriver. Eh bien, merci beaucoup pour vos conclusions. Nous sommes arrivés à la fin de notre activité. Merci à nos 3 intervenants pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Merci du fond du cœur. Et bien entendu, nous allons continuer à avoir ce type d'activité. Donc, restez à l'écoute. Suivez-nous et suivez nos informations que nous mettrons sur notre site. Et donc, nous avons terminé. Je vous souhaite à tous de passer de très très bonne fête. Merci beaucoup.